La presse ne fit d'abord aucun lien, mais Holmes, lui, lisait toujours les entrefilets. Le Daily Chronicle du 3 avril 1884 signalait en 6e page Whitechapel, un homme de 27 ans, docker sans domicile fixe, a été découvert en état de délire fébrile dans une ruelle de Flower Ending Street. Des lésions noirâtres à la main, une fièvre oscillante et une raideur des membres ont conduit à son transfert immédiat à l'infirmerie du district. Les médecins évoquent une morsure infectée. Holmes l'entoura. 3 jours plus tard, un article plus court dans The Morning Advertiser indiquait qu'un autre homme, spectateur régulier de jeux souterrains, avait été hospitalisé avec des symptômes similaires: ganglions, tremblements, fièvre discontinue, plaie ulcérée à l'avant-bras. Même zone, même profil, pas d'animal en cause, pas de déclaration, pas de plainte. Holmes compara les dates avec celles des combats. Le second malade avait été vu, selon un indique, à la même soirée que celle du rat. Dans un feuillet ultérieur, Holmes résume sa pensée par une série de constats glaçants. Il y a trop de coïncidences. L'animal est un porteur sain. Il a été dressé, non domestiqué. Il transmet la maladie sans en souffrir lui-même. On sent, dans ces lignes, une inquiétude grandissante face à ce que cette créature représentait. Il consulta alors discrètement le docteur Hooper de St. Bartholomew's, qui lui parla d'un cas rare de rabbit fever signalé autrefois chez des marins d'Asie. Une forme particulière, précisa-t-il, le spirillum minus. Plage nécrotique, fièvre en vague, période d'incubation retardée, peu de cas en Angleterre, mais dangereux si c'est non traité. Holmes, cette nuit-là, resta debout jusqu'à l'aube. Son carnet de cette date ne contient que 3 phrases, brèves et terribles. La créature est malade, elle mord, et Londres ignore qu'elle vit encore. Un commentaire, que j'imagine écrit tard dans la nuit, lorsque les implications dépassent l'effet brut. Holmes n'était pas un homme à alerter les services officiels à la légère. Mais lorsqu'une tierce victime fut découverte, cette fois à Limehouse même, un jeune palefrenier, atteint de convulsions et d'une nécrose rapide du mollet, il jugea que la ligne avait été franchie. Il fit parvenir un message codé à l'inspecteur Morton du Yard, ainsi que Dr Fullerton, responsable adjoint du bureau sanitaire de Londres. Ce dernier, après examen d'un prélèvement, confirma la présence d'un bacille spiralé dans le sang de la victime. Le spirillum minus, répéta-t-il. De Sumatra, probablement. Vous dites que cela vient d'un rat? Pas d'un rat, répondit Holmes. D'un spécimen dressé, introduit clandestinement, et aujourd'hui en fuite, ou réintroduit dans une filière criminelle. Morton, peu impressionnable, se frotta les yeux. Vous prétendez qu'un animal de combat, porteur d'une maladie exotique, participe à des paris clandestins dans l'East End. Holmes ne répondit pas. Il tendit son carnet. À la lecture des notes, l'escale de Sumatra, le sabotage présumé, le manifeste maritime modifié, les confidences de Crowley et la phrase du vieux soigneur, Morton se renfrogna. Pourquoi venir maintenant? Parce que le 4e homme est à l'agonie, que 2 autres sont morts, et qu'à ce rythme, il ne s'agira plus d'un trafic, mais d'une épidémie. Une opération discrète alors, très discrète. Si cette affaire fuit, vous aurez les journaux sur le pas de votre lit et les assureurs à vos trousses. Fullerton hocha la tête. La reine de Glaciard? Probablement déplacée depuis. J'ai besoin de 48 heures. Laissez-moi la localiser, je vous donnerai une date. Holmes quitta le Yard à 6 heures du matin. Dans la marge de son carnet, une seule phrase. Cette fois, j'aurai besoin de mes espions de la brume. Les gamins de Wiggins, qu'Holmes appelait souvent ses espions de la brume, furent réactivés en silence. Il leur donna pour mission de flairer les rumeurs dans les tripots, les boucheries, les auberges de dockers,
et jusque dans les fumoirs clandestins de la rive sud. Les mots-clés étaient simples. Combat, bête étrange, nouvelle arène, pari privé, porte de fer. Ils revinrent en grappes désordonnées, mais efficaces. Un gros combat, prévu pour samedi, monsieur Holmes. Quartier des Docklands, l'ancien entrepôt de Benton Sugar Warehouse, d'après Mickey. J'ai vu le bonhomme au gant noir qui distribue les tickets. C'est lui qui était à Glyn Street, j'en suis sûr. Ils disent que la bête revient. Le tueur au museau fendu, comme ils l'appellent maintenant. Je crois que c'est lui. Holmes fit recouper les témoignages, trianguler les noms, les lieux, les heures. La date se fixa. Samedi 19 avril, 22 heures. Il transmit l'information à Morton. L'inspecteur confirma la préparation d'une opération conjointe avec la brigade sanitaire. Pas de panique publique. Nous interviendrons une fois la cage ouverte. Vous serez sur place? Holmes répondit par une esquisse de sourire. Dans la dernière page de ce carnet, on trouve, rédigé à l'encre noire, une courte annotation. Le Matilda Brinks n'a pas livré une cargaison, il a livré une promesse. Et samedi, je serai dans l'ombre pour lui faire tenir parole. L'ancien entrepôt de Benton, sur la berge sud de Docklands, avait été muré 3 ans plus tôt. On y avait autrefois stocké du sucre et des soieries. Mais, le samedi 19 avril 1884, à la nuit tombée, l'endroit bruissait d'une activité nouvelle. Des silhouettes sombres passaient les unes après les autres par une porte latérale dissimulée sous un auvent. Aucun mot. Un hochement de tête. Une pièce glissée dans la main d'un portier, et le battant se refermait. Dans la salle principale, éclairée à la lanterne, une centaine d'hommes s'entassaient sur des gradins branlants, autour d'un cercle de sciure. Un marchand de billets passait entre les bancs, tandis qu'un individu trapu vérifiait les parois de la cage. Holmes était déjà sur place. Il s'était fondu dans la foule dès 20 heures. Son aspect, ce soir-là, casquette rapiécée, moustache fine, veste lustrée, le faisait passer pour un boutiquier venu voir la bête dont on parle à l'est de la Tamise. Un indicateur de Morton lui avait glissé une allumette bleue, le signal de confirmation. L'intervention aurait lieu au moment précis où la bête serait introduite dans l'arène. À 22h15, le maître de cérémonie surgit. Il annonça une bête nouvelle, invaincue, dont le museau avait éventré un dogue napolitain. Les rires fusèrent, on cria des mises, on frappa des mains. 2 hommes tirèrent une lourde caisse sur roulette. Elle vibrait faiblement, comme agitée de l'intérieur. Puis il y eut un silence. Les verrous furent tournés, le battant céda, la créature bondit dans la sciure. Un souffle parcourut la salle. C'est bien lui, le rat aux yeux de cuivre. Il tourna lentement, dressé à mi-hauteur, flairant l'air, une masse sombre, râpeuse, tavelée de cicatrices. On distinguait la couture de l'oreille gauche comme rapiécée à la main. Une tension malsaine envahit le cercle. Un molosse attaché en face grondait, prêt à être lâché. Et ce fut alors que la porte principale s'ouvrit avec fracas. Yard! Ne bougez plus! La panique fut immédiate. On sauta des gradins, on bouscula les cages. Mais l'équipe de Morton, appuyée par les hommes de la brigade sanitaire, bloqua toutes les issues. Le rat, pris de stupeur, tenta de bondir vers les escaliers, mais un filet tomba sur lui. 2 vétérinaires gantés le saisirent aussitôt et le firent glisser dans une caisse capitonnée, à demi anesthésié. Holmes restait près du cercle, épousseta son manteau. Puis, il sortit une dernière fois son carnet et écrivit. La bête est sous clé, l'homme, je le crains, ne l'est pas. Le lendemain, dans un bureau annexe du Yard, un homme à l'accent douteux, surnommé le régisseur, fut interrogé. Il refusait d'abord de parler, puis, devant la promesse d'une réduction de peine et la vue du rat captif dans une cage, il flancha. « Ce n'est pas un rat ordinaire, dit-il.
pas un animal de quai. Holmes ne répondit pas. On l'a eu par un contact, un type revenu des Indes. Il y avait des concours là-bas. Pas comme ici. Là-bas, c'était des foires. Des expérimentations. L'idée, voyez, c'est de croiser les plus féroces, les plus solides. On prenait les pires, les vicieux, on les faisait s'affronter, et les survivants se reproduisaient. Holmes, les bras croisés, ne bougea pas d'un pouce. Ce rat-là, c'était un essai, un prototype. Le premier qu'on ait pu sortir sans qu'il morde tout sur le bateau. On a payé l'équipage. Ils l'ont fait passer comme une caisse de thé. Mais il s'est échappé, et ces imbéciles l'ont laissé mordre. On l'a récupéré, c'est tout. Holmes hocha la tête. Il nota, en lettres fines, ce n'est pas une bête, c'est une perspective. Puis, dans un souffle presque prophétique, l'industrie de la monstruosité. À ce moment-là, il ne songeait plus seulement au rat, mais à ce que d'autres pourraient en tirer. Morton voulut savoir si cette information devait être transmise à la presse. Holmes s'y opposa avec une froideur qui glaça la salle. Un animal de combat, hybridé pour le jeu, infecté par une maladie exotique, et passé sous le nez des autorités. Ajoutez-y le nom d'un armateur innocent, un port libre de quarantaine, et des morts en chaîne. Vous aurez un scandale maritime, une panique sanitaire, et une théorie du complot en prime. Morton haussa les sourcils. Et alors? Holmes referma son carnet. Alors, cela restera un dossier scellé, et j'espère que personne ne songera à en créer un second. Ce n'est qu'en 1904, peu après le départ de Holmes pour sa retraite dans le Sussex, que je retrouvai la boîte. À l'intérieur, des feuillets disjoints, des coupures de presse, quelques carnets serrés d'une écriture sèche, et, roulé contre la paroi, le brouillon d'un témoignage mal orthographié, signé J. Crowley. C'est en recomposant ces fragments, et en les croisant avec le journal de Holmes, que je pus retracer l'affaire dans sa continuité, ce que je n'avais jamais su, et que Holmes n'avait jamais raconté. Parmi les dernières entrées, datées d'avril 1884, figurait une note brève sur une ultime rencontre avec Morrison. L'homme est resté longtemps silencieux, debout, face à la cage désormais vide. Lorsque Holmes lui fit le récit complet, l'escale imprévue, la caisse clandestine, les morts, Morrison ne protesta pas. Il ne nia rien. Mais il comprit lentement. Alors, c'est cela, murmura-t-il, et cela a voyagé à bord de mon navire. Il a retiré ses gants avec une lenteur mesurée, les yeux toujours fixés sur l'espace vide qu'occupait autrefois le rat. Puis, d'une voix plus sourde, « Mieux vaut que cela ne sorte jamais des greniers de votre mémoire, monsieur Holmes. » Et Holmes, selon ses propres mots, ne dit rien. Je refermai la boîte en silence. Je me souvins alors d'une matinée de 1896, 12 ans plus tard, alors que nous venions de lire une lettre de ce même Morrison concernant une affaire plus domestique, celle du vampire du Sussex. Holmes, en reposant la lettre sur la cheminée, avait murmuré « Matilda Brinks n'est pas le nom d'une jolie femme, Watson. C'était un navire. » Je compris enfin ce qu'il voulait dire, et pourquoi il n'en dirait pas davantage. Holmes ne livra jamais les noms à la presse. Mais certains circuits portuaires furent coupés. Plusieurs cargaisons suspectes ne passèrent jamais les douanes, et nul autre rat ne vint troubler les gradins de la nuit. Il se peut que ce fût la main du Yard, ou celle, plus invisible encore, de Holmes lui-même. Si ce récit vous a touché,
sachez qu'il est le fruit d'un travail patient et artisanal, non l'ouvrage d'un vaste studio. Chaque épisode des Récits oubliés de Watson naît de longues heures de recherche et de composition, menées dans le silence d'un bureau plutôt qu'au sein d'une machine industrielle. Il n'existerait pas sans celles et ceux qui, par leur soutien discret, entretiennent la flamme qui éclaire encore les marges jaunies de mes carnets. À ceux qui songeraient à rejoindre ce cercle bienveillant, je dirais seulement qu'ils y trouveront en retour quelques attentions choisies en signe de ma gratitude. Quant à mes soutiens d'hier et d'aujourd'hui, qu'ils reçoivent ici l'expression de ma reconnaissance la plus sincère.